Salutations à toutes et tous, on se retrouve enfin, ça y est, ce sont les tops. Après donc il y a 2 semaines déjà, les flops des pires films de l'année 2025, nous allons aborder les tops des meilleurs films de l'année 2025 du coup. Sachant que on rappelle évidemment, c'est de la base. Nous sommes en France, je suis français, donc nous nous basons sur le calendrier français, tout simplement. Donc du coup, nous allons parler des films sortis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, tout simplement. Sachant que du coup, bon, j'ai sorti 2 semaines après les flops, parce qu'il me reste encore pas mal de trucs à rattraper. Je me suis dit, je vous balance un petit os à ranger. On continue à rattraper parce que du coup, si vous vous rappelez bien, en décembre, j'avais déjà un peu tiré la sonnette d'alarme en mode. Et oui, mais mince, c'est vrai que va falloir que je m'y prépare un peu à ces histoires de top et flop. Et j'avais fait une énorme liste de rattrapage de 40 et quelques films. Et que en plus j'en avais rajouté derrière. Et j'étais en mode, si j'arrive pas à rattraper au moins une grande partie de ça, ça va être compliqué. Eh bien, je vais vous afficher la liste. J'ai quasiment rattrapé tout ce que je voulais. Alors bien sûr dans les trucs qui me manquent, parce que du coup comme j'habite dans une petite ville et que ce n'est pas diffusé proche de chez moi, et je l'avais raté au moment de la grosse sortie, parce que je m'étais pas renseigné. C'est Dossier 137 notamment, et puis qui aurait pu potentiellement en finir dans l'étape. Mais bah du coup je n'ai pas pu tout rattraper, mais c'est exceptionnel ce que j'ai rattrapé. Et j'ai notamment rattrapé Chainsaw Man, l'arc de Reese. Et puisque je m'étais rendu compte, en fait, j'avais juste une saison de quelques épisodes à rattraper. C'était jouable, je l'ai fait. Et je suis extrêmement fier de tous mes rattrapages, puisqu'en 2 mois, j'ai rattrapé une quarantaine de films. Et carrément une saison d'anime en plus. Donc voilà, c'est très très bien, je suis très content. C'est pas encore au niveau de avant, quand j'avais du temps. Vraiment du temps où je pouvais regarder plus d'une centaine de films par an, facile. Enfin, sous-entendu, une centaine de films de l'année en cours. Parce que là, par exemple, si on regarde, j'ai largement vu plus de 100 films cette année, mais pas tous de 2025. Non, pas tous. Et non, et non. Eh bien, bon, place au top, place au top. Mais avant, vous le savez bien, les mentions honorables, parce que il y en a eu beaucoup. Donc j'ai réussi à rattraper une quarantaine de films sur les 2 derniers mois. Mais il y en a déjà vu avant, bien sûr. Alors, je vais passer très vite sur les mentions honorables, entre guillemets basiques, les moins honorables de la liste. Il y a eu donc Mission Impossible The Final Reckoning. Alors c'était sympa, mais ça vaut clairement, enfin c'est clairement dans le bas du panier des Missions Impossibles. C'était beaucoup trop long et le scénario était pas foufou. Bridget Jones folle de lui. Bon, bah, ça a jamais volé très haut les Bridget Jones, mais celui-là, il était un peu plus sympathique que la moyenne, à peu près du niveau du 3. Pour moi, mon préféré, c'est le 3 et 4. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Bridget Jones folle de lui, c'est la gestion du drame, qui est plus ou moins nouveau dans la saga. C'était très réussi. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Chiwetel Ejiofor, qui est un excellent professeur. On en reparle plus tard. J'ai pas mal aimé 28 ans plus tard. Il faisait partie de mes plus grosses attentes parce que la balance c'était une claquasse monumentale. Le film est un peu plus pétard mouillé, mais non, c'était sympathique. Mais vraiment un peu plus basique que ce que j'attendais. Downton Abbey 3, le grand final. Alors, je suis un immense fan de Downton Abbey, j'ai l'intégrale ici. Mais, pas tant que ça, pas tant que ça. Le grand final. Pour moi, le meilleur final de Downton Abbey, ça reste le final de la saison 6, avec l'épisode spécial Christmas. J'ai énormément aimé le premier film que je trouvais qui faisait vraiment la synthèse de tout ce qui marchait dans Downton Abbey. J'avais trouvé le deuxième film avec des fulgurances, tout ce qui traitait du cinéma et tout ça, j'avais trouvé ça très bon. Mais tout ce qui était sur Paris, c'était un peu le. Ça ramait. Et là, je trouvais ce grand final. C'était
Pourtant, c'est le plus cher, hein, attention, c'est vraiment le plus cher. Le premier des films d'Downton Abbey, il avait 20 millions de budget, le deuxième 40, lui 50 millions. Pourtant, j'ai trouvé que c'est celui où se passait le moins de choses, où c'était vraiment... ouais, non. Non, non, non. Et... ouais. Ouais, ouais. Alors que pourtant, je suis vraiment le seul de ce côté-là, hein, parce que j'ai vu les notes, hein. C'est impressionnant, quasiment les trois films d'Downton Abbey ont les mêmes notes et tout, mais moi vraiment, le premier, le deuxième, le troisième, hein. Bon, ça restait sympathique, ça m'a toujours fait plaisir de les revoir, les personnages, mais j'ai trouvé que ça n'en faisait pas grand-chose. Capable Demon Hunter, hein, c'était incroyable d'un point de vue musical. La chanson Golden, je me le suis passé en boucle. J'ai beaucoup aimé le design, l'écriture des personnages. En dehors de ça, la qualité d'animation est un peu pérave, hein. Et ça fait vraiment film pour enfants avec un scénario teubé. Train Dreams. Alors, les acteurs sont excellents. J'ai aimé un peu la mise en scène, hein, et un peu le style visuel, on va dire. Et j'aimais aussi ce côté un peu... on raconte une histoire à travers... enfin, il y a de la grande histoire à travers une petite histoire. En dehors de ça, le film est un peu chiant. Mais pas grand chose à en dire. Le Murder Club du jeudi, j'aime beaucoup les Whodunit. Celui-là était sympathique. Mr. Wolf 2. Sachant que le premier, ça faisait partie de mes films préférés de l'année de sa sortie. C'était plus en 2015 ou 2016, un truc comme ça, je sais plus. Mr. Wolf 2, du coup, on se refocus un peu sur la relation entre les deux frères, entre Ben Affleck et John Bernthal. Ça marche très très fort, ça. Par contre, là où le premier, il y avait vraiment une force sur l'enquête, où c'était vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit, là c'était beaucoup plus basique, mais beaucoup moins intéressant. Donc du coup, ça reste pas mal, mais loin loin du premier. J'ai mis aussi Nonas, un film Netflix de et avec, il me semble-t-il, enfin avec, c'est sûr, de Vince Vaughn, non, je sais plus, sur une histoire de cuisine par des grand-mères italiennes à New York, enfin pas New York, mais Staten Island, ou enfin l'île Tyke. C'était sympathique, ça m'a donné faim, et voilà, pourquoi pas. Donc Chainsaw Man, l'arc de Reese, j'ai trouvé ça pas mal. Mais ça faisait un peu presque filler. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un démon bombe. Donc je me suis dit, ah ça y est, on va un peu se focus sur le démon flingue. On en revient. Parce que ça me semblait lié. Donc bombe et flingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Chainsaw Man, c'est un peu le grand méchant, le démon flingue, celui par lequel tout est lié un peu, tout ce monde-là. Et en fait, non, donc ça n'avait pas trop lancé Schmilblick, ça faisait un peu petit interlude. Alors c'était très sympathique, mais pour l'instant j'accroche que modérément à Chainsaw Man. Donc, j'attends de voir. J'espère que la saison 2 ira jusqu'au chapitre 95, me semble-t-il, un truc comme ça, ou je sais plus exactement, 75. Enfin, en gros, il y a normalement la saison 2 qui devrait sortir peut-être fin 2026 ou alors en 2027. Devrait enfin rentrer dans le vif du sujet. Et moi, j'attends que ça décolle un peu. J'ai mis The Roses, la guerre des roses. Une recommandation de Durandal. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé, surtout les trois premiers quarts, on va dire, un truc comme ça. Parce que j'ai trouvé effectivement que déjà, ça développe extrêmement bien la romance. On comprend pourquoi est-ce qu'ils étaient ensemble et pourquoi ils sont plus ou moins ensemble. Et que ça marchait bien. Et il y avait beaucoup de choses qui me parlaient fort. Et j'ai trouvé qu'en termes d'humour noir, ça marchait fort, fort, fort aussi. Quand ça bascule en fait de blagues écrites et orales à quelque chose de plus visuel et plus un peu cartoonesque, je trouve que ça marche moins bien. Et j'ai détesté la fin. Donc c'est dommage, mais bon. Et sinon, enfin, pour terminer, dans ces mentions honorables sans plus, Zootopie 2. Voilà, il y a à peu près les mêmes choses à dire que sur Zootopie 1. C'est sympathique. C'est plein de bonne morale et tout ça. Voilà, voilà. C'est très pour enfants. C'est totalement pour enfants. Et c'est visuellement très impressionnant, mais un peu sans âme, je trouve.
C'est-à-dire qu'en termes de technique, c'est vraiment fort. On sent un détail fou dans l'image, c'est magnifique, la gestion des poils, parce que du coup c'est plein d'animaux. Et voilà. Non, mais par contre, en termes d'identité visuelle, c'est vraiment du Disney ultra lambda. L'enquête est toujours aussi bidon et je me suis bien marré parce que ça fuse en termes de rythme, de gag et tout ça, mais l'histoire en elle-même, elle est ultra poussive. Avant de parler du quasi top 10, petite mention en dehors du cinéma. Déjà pour redire tout mon amour à Claire sur l'expédition 33 qui est extraordinaire. Mais je l'ai toujours pas fini. Il faudra. Il me manque juste le boss de fin, mais enfin bref, on va pas en reparler là. Mais en tout cas, visuellement, oniriquement et en termes de mise en scène, et tout ça, c'est du pur cinéma. Donc ça a plus ou moins sa place ici. Hein. Je vais vite fait parler de chansons. Parce que du coup, oui, que ce soit Zootopie 2 avec Zoo de Shakira ou Golden dans K-pop de Manhunter, c'est ce que j'ai retenu le mieux des films en question. C'est ce qu'ils ont le plus réussi, je trouve. Donc voilà. Mais pour moi, la meilleure chanson de l'année, c'est Un dimanche avec toi de Vita, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire et que je me la repasse régulièrement. Je trouve vraiment qu'en termes de mélodie et même en termes de poésie, je trouve extraordinaire la chanson. On va parler aussi de séries, parce que j'ai vu quelques séries cette année. Globalement pas folles, mais il y en a 3 qui ont vraiment surnagé au-dessus de toutes les autres. En numéro 3, Nine Puzzle, vraiment du truc d'enquête policière, vraiment sud-coréenne au passage, vraiment soutenu, vraiment on décroche pas un instant. J'aime beaucoup la construction, le rythme, les personnages, la dynamique entre eux. C'est vraiment excellent, Nine Puzzle. A priori, il n'y aura pas de saison 2, c'est vraiment très dommage parce que ça aurait mérité, mais en fait, ça marche en one-shot aussi, en mode ouverture, mais pas vraiment ouverture, un peu comme un jour, enfin non, Retour vers le futur. À la base, hein, c'était un peu en mode blague. Hein. Là, ils ont fait un peu en mode. Imaginez que ça continue et qu'ils fassent d'autres enquêtes derrière. Voilà. On aimerait les voir, mais au moins on se dit que voilà, ils continuent leur petit bonhomme de chemin et ça nous fait plaisir. En numéro 2, je mets bien évidemment, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Stranger Things, la saison 5 de Stranger Things, qui était épique, monumentale, avec une fin extrêmement satisfaisante et réussie. Donc vraiment une immense réussite, la fin de Stranger Things. Peut-être que, enfin non, c'est même à peu près sûr, que la saison 4 était encore meilleure, hein, parce que ça tutoyait des sommets extraordinaires. Mais donc, Stranger Things, une immense série, et elle a réussi le tour de force de bien réussir sa fin, et ça, c'est le plus important. Mais en numéro 1 des séries, j'ai mis Bref, saison 2, qui était un coup de foudre monumental, vraiment un bijou d'écriture, d'émotion et de drôlerie. Ça arrive à la fois à passer du court au long, tout en gardant le rythme du court, mais en le modifiant. Enfin, c'est à foncer voir Bref 2, surtout si vous avez la trentaine ou la quarantaine. Ça va vraiment vous parler en termes de vie et de ressenti, de qu'est-ce que vous avez vécu, de votre passif et peut-être un peu de la nostalgie, tout ça. C'est vraiment un truc générationnel. Mais je pense générationnel élargi, c'est-à-dire que c'est tellement honnête et bien fait dans sa démarche que je pense que c'est un peu universel pour tout le monde. Et place maintenant au quasi top 10. Ce sont 7 films qui ont été à un moment donné dans mon top 10 et que ils ont baissé au fur et à mesure parce que j'ai vu d'autres choses meilleures derrière. Ou qui ne l'ont jamais été parce que je les ai vus après, mais bon bref. 7 films qui ont failli se retrouver dans mon top, mais que du coup non. En dernière position, j'avais mis Thunderbolts, parce que ça fait un peu du bien d'avoir un film Marvel bien écrit, bien réalisé, avec des personnages intéressants. C'est pas dommage, ça faisait depuis... depuis facile... les Eternals, donc 4 ans, c'est peut-être le meilleur Marvel depuis 4 ans. Mais c'est quand même pas ultra dingue non plus. Pour moi, c'est mid-tier du MCU. Donc si vous n'aimez pas le MCU, vous approchez même pas de ce truc-là, surtout que vous comprenez rien.
parce que ça fait des références à plein de séries et de films, et en fait, il faut avoir vu au moins 20 trucs pour regarder ça. Vous pouvez clairement pas le regarder en one shot, mais bon, bref, on va passer vite fait sur Thunderbolts. Ensuite, j'ai mis Neza 2, le plus gros succès de tous les temps pour le cinéma chinois, pour un film sur un territoire, et pour un film d'animation au global, puisque avant ça, c'était Vice Versa 2, à 1,6 milliard, sauf si on considère Le Roi Lion à 1,8 milliard. Mais dans ce cas-là, après, ce serait Zootopie 2, qui va pas loin de finir à 1,9 milliard. Mais donc Neza 2 a fait 2 milliards 180 millions sur le seul sol de la Chine. Et ça a fait 230 millions au total. Donc voilà, donc ça a été un succès monumental en Chine. Et bah, du coup, par la force des choses, c'est le film qui a fait le plus d'entrées au monde en 2025. Donc je l'ai rattrapé. J'avais déjà vu le premier Neza, qui était sympathique sans plus. Là, heureusement, c'est beaucoup plus adulte. On baisse, on réduit la voilure niveau conneries en termes de blagues pipi caca. Parce qu'ils adorent ça, les Chinois. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec le cinéma chinois à cause de ça. Mais bon, bah, espérons qu'ils évoluent un peu avec le temps. Mais donc, Neza 2, c'est beaucoup plus beau. Et contrairement à du Zootopie 2, même si ça a que la moitié de son budget, bah, au moins ça a une vraie identité visuelle. Et il y a des plans qui déchirent sur toute la cité de l'Émeraude. Et la bataille finale, c'est vraiment incroyable. Mais il y a un début un peu poussif. Et puis le design des personnages, j'aime pas trop. Voilà. Sinon, j'ai mis Y a-t-il un flic pour sauver le monde, qui était incroyable, ce film. C'était extrêmement drôle, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'humour absurde. Et là, ça fuse à un rythme monumental. Alors, il y a à boire et à manger. Comme ça balance toutes les 2 secondes des blagues, il y en a à peu près la moitié qui tombent par terre, ou qui sont pas drôles, ou qui sont malaisantes. Mais comme le reste, c'est hurler de rire, bah, au final, le bilan est très positif. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai mis Frankenstein de Guillermo del Toro. J'ai pas mal aimé aussi. J'ai trouvé que la rencontre des univers visuels de livre de Mary Shelley et Guillermo del Toro sur sa fascination pour les monstres et tout ça, bah, oui, c'était une évidence même, hein. Il fait un travail de dingue sur les costumes, les maquillages, les décors. On sent vraiment que c'était un truc qui le passionnait et qui est passionnant à regarder visuellement. Les acteurs sont incroyables et tout. Après, l'histoire, on la connaît un peu trop par cœur. C'est un peu le problème. Et ça ne révolutionne pas du tout parce que c'est extrêmement fidèle au roman de base. Et je trouve que ça rame un peu, ça décolle un peu sur toute la partie centrée du point de vue de Frankenstein, enfin de la créature de Frankenstein, pardon, du monstre. Mais bon, pas outre mesure. Vraiment bien, mais pas outre mesure. Ensuite, j'ai mis The Brutalist, vraiment un film qui me faisait très très peur parce que le film dure 3h30 quasiment. Un truc de dingue. Vraiment en plus, un truc ultra pesant parce que c'est post-seconde guerre mondiale, sur des juifs qui étaient persécutés en Pologne parce que du coup, les Polonais disaient que c'était un peu leur faute si le pays a été ravagé à cause du fait que les Allemands les pourchassaient eux. Du coup, ils n'étaient pas les bienvenus non plus après coup. Et derrière, ils sont partis. Là, en l'occurrence, lui, il part aux États-Unis où il n'est pas forcément bien accueilli non plus. Donc, c'est vraiment sur de la souffrance, sur de la galère. Donc, c'est lourd comme film. Et puis surtout, ça en rajoute des caisses sur de l'infidélité, sur de la drogue. Donc, c'est un film qui fait trop. Il en fait trop à ce niveau-là, c'est dommage. C'est trop long, il te rajoute des trucs sortis de nulle part, sur l'homophobie, machin. Voilà, et c'est un film qui aurait mérité d'être un peu plus mesuré sur certains points. Parce que sinon, son histoire de base, de l'immigré, tout ça, ça marche extrêmement bien. Et puis même, j'ai découvert du coup le brutalisme, puisque son titre vient du mouvement artistique du brutalisme, où le principe, en fait, c'est des grandes structures très froides, très impersonnelles,
qui sont faites pour résister dans le temps, mais tout ça. Ils sont voilà, à la démesure. Et je trouve que ce film marche incroyablement bien, et que c'est très passionnant, mais trop long, souci de rythme, surenchère dans le pathos. Donc c'est pour ça que je l'ai finalement pas mis dans le top. J'ai failli mettre aussi Mickey 17 de Bong Joon-ho, parce que c'est une proposition de SF assez intéressante, qui a pas forcément une vision incroyablement novatrice, ni même pertinente sur la gestion de la vie. Je trouve que ça fait un peu trop facilement le parallèle entre recréer une copie d'une personne et le fait que la personne se réincarne en elle-même. Ça n'a aucun sens. Et narrativement, en fait, il laisse des pistes pour que les gens le pensent, sauf que des fois, ils le pensent pas. Enfin, c'est un peu le choix entre deux chaises à ce niveau-là, sur la gestion de la vie en elle-même. Et de toute façon, il faudra qu'on s'en reparle à un moment donné, notamment avec Claire sur Expédition 33. Il faudra que je fasse une vidéo dédiée sur qu'est-ce que la vie, en général. Faut qu'on débatte là-dessus, je pense. C'est important. Mais du coup, ça apporte un axe de réflexion. Et son côté un peu Starship Trooper, que j'ai beaucoup aimé sur... en fait, ce serait un peu un préquel à Starship Trooper en mode... et puis un peu avec un côté, on va dire... un peu naïf, beaucoup naïf même, très naïf. Enfin, ce serait un peu le préquel naïf de Starship Troopers. Mais non, j'ai bien aimé globalement. Et c'était une vraie proposition de SF, et ça a été très rare les vraies propositions de SF ces derniers temps. Et ensuite, ça a raté d'un cheveu le top 10. J'avais mis La Venue de l'avenir, un film français sur C'était mieux avant. Alors j'ai beaucoup aimé la démarche dès le premier plan, en mode on fait des selfies devant des peintures, mais les peintures on s'en fout, c'est la robe, les selfies sont importants. Et puis la couleur de la peinture, je peux pas la changer en post-prod là, en mode aucun respect pour l'art. Et puis voilà, les nouvelles générations, c'est ça, c'est de la merde. Ça m'a beaucoup parlé. Et puis moi, tout le récit d'antan, j'ai trouvé ça super bien. Surtout que ça va être les nouveaux talents avec Paul Kircher du truc, l'espèce de X-Men, là, je sais plus comment c'était, avec Romain Duris. Et puis donc Vassili Schneider du Comte de Monte Cristo. Je trouvais qu'ils étaient très bons aussi dans ce film-là. Mais c'était un film un peu qui me voulait du mal, parce que notamment je me souviens d'un plan à un moment où j'étais à fond dedans, par rapport à l'époque du passé. Et puis là on te ramène à la dure réalité du présent et machin. Et en fait ça joue sur la dualité entre le présent et le passé. Et c'est important de le faire parce que c'est la thématique du film en fait. Mais j'aurais voulu en fait qu'il le garde en sujet de fond, mais qu'il le minimise au minimum et qu'il se concentre à fond sur le passé, parce que le présent ça m'ennuie, ça m'attriste. Mais bon, après c'était un film très réussi globalement, avec quelques déceptions, mais voilà. Et bien, place au top 10, mesdames et messieurs, avec en numéro 10 Lilo et Stitch. Bah ouais, voilà. On met Lilo et Stitch en numéro 10. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait du bien. En fait, contrairement à Dragon, par exemple, qui vraiment, c'était... Il y en a qui ont beaucoup aimé, mais à mon avis, c'est parce qu'ils ont oublié le film d'origine, alors que moi, je me le suis tapé 5 ou 6 fois minimum, parce que je l'ai en Blu-ray et que je me suis regardé régulièrement depuis les... Ouais, waouh. Depuis 15 dernières années, quasiment, un truc comme ça. Et donc, oui, non, le fait qu'il me le fasse plan pour plan, je soufflais fort tout le long en mode, je le connais déjà ce film. Lilo et Stitch, c'est différent parce que j'ai toujours trouvé que c'était un film qui allait trop vite, qui développait pas assez les choses. Et je trouvais que c'était un sujet qui était à moitié gâché, on va dire. Et bien, je trouve justement que ce remake live action, oui, il refait des trucs un peu plan pour plan, mais c'est plus des clins d'œil un peu limités. Et je trouve que en fait, ça fait tout ce que je demandais au film d'origine, c'est-à-dire ça développe plus et ça marche mieux du coup. Ça fait un peu du tri. Bon, c'est vrai que Gantu il manque à l'appel, par exemple, mais du coup, je trouve que ça marche mieux.
ça prend plus son temps, donc du coup, l'amitié se développe mieux avec la fille, enfin Lilo et Stitch du coup, et donc c'est plus attachant. Et je trouve même que globalement, les relations entre les personnages marchent mieux. Et c'est vraiment feel good, c'est vraiment ultra feel good. Et pour ce que ça veut faire et pour ce que c'est à la base, j'ai trouvé ce remake assez irréprochable dans son approche. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fait plus d'1 milliard au box-office, alors que le premier film avait pas tant marché, vous avez à peine dans les 200 millions. Donc voilà. Numéro 9, j'ai mis F1 de John Krasinski, celui qui est Krasinski, à qui on doit notamment le Top Gun Maverick ou Oblivion, qui est quelque part derrière moi. Ici, oui. Oui, il est là. Hop. Oui, bah du coup, réalisation exceptionnelle, c'est magnifique visuellement, les courses sont prenantes, et Brad Pitt a une classe monumentale, et en plus il y a Hans Zimmer qui fait une BO incroyable dessus. Que me demander de plus? Un scénario peut-être, s'il vous plaît. Non, mais en vrai, non, si, j'aime bien le côté ancienne star déchue qui en fait jamais réellement percé, on lui offre enfin une seconde chance. Et en plus, c'est une seconde chance à plus de 50 ans, donc c'est incroyable. Mais après, le côté au début, ils font un peu des arnaques avec des pénalités, machin. J'ai pas trop aimé le scénario sur certains points. Mais globalement, c'était du gros spectacle et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, numéro 8. Numéro 8, Avatar de feu et de cendre. Alors oui, j'ai un peu craché dessus à sa sortie, enfin craché dessus, hein, entre guillemets. Disons que je me suis montré très réservé à sa sortie, mais il faut quand même avouer que c'est du très grand spectacle, que ça reste Avatar, que c'est magnifique et qu'il y a des fulgurances avec la gestion de Jack Champion, Spider, c'est ça, Spider, que j'ai beaucoup aimé son personnage et son interaction avec Kiri. Non, globalement, il y a des très bonnes choses dedans. C'est vrai qu'il y a un moment de redite avec le 2. Faut espérer qu'il se renouvelle si l'occasion de faire le 4 et 5 sont concrétisées. Mais c'est vrai que ils se sont mangés un sacré retour de bâton. Ils sont passés de déjà 2,7 milliards pour le premier, 2,9 avec la ressortie, donc 2,7 à 2,2 pour le 2, qui a un peu gratté quelques millions de plus en plus avec une nouvelle ressortie. Mais donc 2,7, 2,2 et là 1,5. Enfin, ils sont même à 1,4 et quelques à l'heure actuelle. Ils vont finir à 1,5. C'est plus le giga mastodonte ultime machin bidule. Avatar, ça ne fait plus vendre tant que ça quand ça se renouvelle aussi peu. Déjà que Avatar 2, ça se renouvelait pas tant que ça. C'était un peu le souci, mais il y avait le côté événement parce qu'on l'avait attendu pendant 13 ans le film. Là, on l'a attendu pendant 3 ans. Normalement, ça aurait été 2, mais bon, avec le grève de scénariste, ça a finalement été 3. Ouais. Ouais. Bah, enfin, si, oui, globalement, oui. Mais du coup, ouais, non, quand même, mettre Avatar 3 que à la 8ème place, c'est une énorme déception, mais bon. Espérons qu'on aura la suite un jour et que ça sera enfin se renouveler si jamais ça arrive. En numéro 7, j'ai mis Évanoui Weapons, qui est un thriller sur des enfants qui disparaissent. Il y a le côté narration parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, on suit plein de personnages, les uns après les autres, et en fait, on a leur angle de vue sur l'histoire en question, et chaque nouvel angle de vue nous fait un peu avancer l'histoire en global, pour comprendre un peu d'où les enfants ont disparu, pourquoi, comment. Et du coup, c'est un thriller assez haletant, assez passionnant. Je n'ai pas forcément méga aimé les twists, du comment, pourquoi. Je trouvais que ça marchait mieux en termes d'ambiance et de mystère, et qu'une fois que c'est révélé, ça marche, oui, c'est sûr, mais j'en espérais peut-être encore plus même, mais bon. Mais ça reste très bien. Maintenant, on monte vraiment d'un cran. On passe sur les... Là, on était sur les très bons films, là, passe vraiment sur les excellents. J'ai mis à couteau tiré 3, Wake Up Dead Man. Du coup, c'est le nouveau Whodunit de Netflix, ceux de Benoît Blanc, avec Daniel Craig. On avait eu déjà Glass Onion en 2022, et avant ça, c'était le premier à couteau tiré qui était sorti au cinéma en 2019, il me semble-t-il, un truc comme ça. Donc Netflix avait racheté la licence pour faire des nouveaux films. Ils en ont déjà sorti 2. Peut-être qu'il y aura un 4e plus tard, mais
Je suis pas sûr parce que le 3 a pas marché tant que ça. Le 2 a été un énorme carton, mais le 3, j'ai pas l'impression. Les chiffres sont pas foufous. C'est dommage parce que c'est de très loin le meilleur, je trouve. Parce que autant le premier, j'avais trouvé ça assez poussif, mais avec une très bonne résolution. Le 2, je l'avais trouvé globalement mieux maîtrisé. Et si c'était arrêté 15 minutes plus tôt, j'aurais été encore plus satisfait. Mais les 15 dernières minutes, c'est un peu n'importe quoi. Alors que là, Wake Up Dead Man, j'ai trouvé que c'était très réussi. Avec vraiment un peu ce côté Pirates des Caraïbes dans le sens gestion des personnages. Puis on considère plus ou moins que dans Pirates des Caraïbes, le personnage principal, c'est Jack Sparrow. Et que ce soit dans le premier où il met près de 30 minutes à arriver, le 2 et 3 où il met 40 minutes à arriver, un truc comme ça, ils savent un peu gérer son arrivée. Et ben là, pareil, Benoît Blanc, il met 40 minutes à arriver dans le film. Et en fait, il y a un peu cette dynamique de duo avec le prêtre, le nouveau prêtre qui arrive, avec cette ambiance un peu campagne anglaise, j'ai adoré. Et j'ai trouvé que non seulement l'ambiance marchait très bien, les acteurs étaient excellents, j'ai trouvé que l'enquête était très satisfaisante à suivre. Et c'était pas en mode vraiment que ça sort de nulle part et tout. C'était entre guillemets prévisible, mais dans le sens où on met son cerveau en ébullition tout le long pour essayer de comprendre d'où ça sort. Mais même avec ça, ça reste cohérent tout le long et ça surprend quand même à la fin. Et vraiment, j'ai trouvé la fin classe et tout. Donc vraiment, c'était du whodunit aux petits oignons. Et vraiment, j'ai adoré. Donc place numéro 5, à Sinners. Et oui, j'ai mis un film de Ryan Coogler, alors que je n'aime pas Ryan Coogler. Je n'ai pas aimé Fruitvale Station, j'ai pas aimé ces deux Black Panther. Et j'avais peur de Sinners parce que du coup, en fait, Ryan Coogler, il fait un peu du cinéma de par et pour Afro-Américains. C'est-à-dire c'est du casting quasi 100% afro-américain. Et tu peux être sûr à 1 milliard de % que s'il n'y a pas un afro-américain à l'écran, c'est forcément quelqu'un de nocif ou de vain. Donc c'est vraiment très négatif dans ces films d'être blanc. Et du coup, ça en rend un peu certains personnages prévisibles. Donc j'avais un peu peur à ce niveau-là, mais c'est vrai que Sinners, ça m'a un peu pris de court. Et j'ai trouvé ça magnifique visuellement déjà. Et en plus, c'est un de ces rares films où, comme bon, ça coûte extrêmement cher de tourner à la IMAX, c'est certains plans qui sont à la IMAX, mais c'est pas comme par exemple The Dark Knight, où vraiment ça fait des coupures un peu brutes. Là, il fait même du travail sur les transitions entre les plans normaux et les plans en IMAX. Et vraiment, visuellement, il y a des plans de dingue, c'est magnifique. L'histoire, un peu sur ces gens qui ont la niaque. Et en fait, donc le nom Sinners, pour ceux qui ne sont pas anglophones, sin c'est le péché, donc sinners c'est les pécheurs. Donc en fait, le principe c'est de réunir des gens qui ont un peu des addictions, que ce soit à l'alcool, au jeu, tout ça. En fait, c'est des gens qui sont pas forcément bons et en fait, qui vont se prendre un peu un karma divin. Et vraiment, c'est passionnant à suivre et c'est visuellement très fort. Les acteurs sont excellents. Vraiment, j'ai en fait. Et le rythme aussi, j'ai pas décroché une seconde dans ce film. En fait, il s'est passé un peu comme une alchimie artistique avec ce film. Je saurais pas. Enfin, si, je sais. Enfin, pour moi, c'est un peu un ensemble de tout. Et surtout, ça passe beaucoup par le visuel, de la mise en scène, la caméra, tout ça. Mais pas tant le fameux plan de danse. Moi, il m'a pas marqué outre mesure. Mais ouais, non, vraiment, il y avait quelque chose qui se passait sensoriellement au niveau de ce film que j'ai adoré. Numéro 4, je vais être un peu tout seul là-dessus, j'ai mis Regretting You, qui est du coup un film un peu d'ado, du teen movie, avec McKenna Grace et Mason Thames. Matthew Grace, du coup, de Marie, de plein de trucs qui sont vachement bien. Et donc, Mace Tyson, le héros de Dragon, quoi, et de Black Phone. Mais pas que, parce que du coup, en fait, ça raconte surtout une histoire d'une mère qui a eu
à la sortie du lycée un premier enfant, un peu imprévu, mais qui du coup est devenu un peu la source de tout son bonheur. Mais on part de là et on se dit, oui, bon, bah du coup, après, clairement, ça n'a pas marché avec son mari. Et machin. Non, si. Et si, ils sont restés ensemble, ils se sont mariés, tout va bien. Sauf que, accident de voiture, le mari et la sœur meurent. Ah merde. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on se reconstruit après tout ça. Mais ça reste quand même magnifique. Les personnages sont d'une justesse folle. C'est ultra touchant. Ça m'a pris aux tripes. De tous les côtés, de tous les parts. Que ce soit l'histoire entre les adultes, entre les ados. J'ai trouvé que c'était une vérité absolue en termes de relation entre les personnages. Ça m'a vraiment pris et j'ai trouvé ça d'une justesse folle. C'était vraiment très touchant. Ensuite, en numéro 3, un sacré coup de cœur également, puisque j'ai mis Amélie et la métaphysique des tubes. Un film d'animation français tiré du livre de Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes, et qui justement raconte son enfance au Japon. Et c'était extraordinaire. Alors, de base, je ne pensais pas le regarder. Et donc, c'est Durandal qui me l'avait conseillé au même titre que enfin, tout le monde, pas moi spécialement. Et donc, il avait conseillé dans son top de l'année. Et je dois avouer qu'à la base, j'étais assez réticent. Déjà parce que ça fait un four en salle. Ça a récolté que le 10e de son budget dans les salles, françaises en tout cas. Je sais pas trop si ça a fait des scores internationaux, j'en ai pas trop entendu parler. Mais visuellement, ça me semblait assez laid. Et effectivement, quand j'ai lancé le film, je me suis dit, ah mince, c'est vraiment pas beau, non? Mais c'est nuancé. Alors oui, les personnages sont assez épurés, on va dire, pour rester gentil. Mais en revanche, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai charme sur les couleurs, sur les décors, et c'était pas si moche, et qu'il y avait même beaucoup de poésie dans les décors. Et en fait, ça passe. On s'y fait, on s'y fait. Mais si le film m'a eu à ce point-là en plus, je suis un peu de la triche. Déjà, bah, parce que bon, bah, ça se passe dans le Japon, ça se passe à l'époque. Donc il y a à la fois ce côté Japon, culture qu'on adore tous, et bah, la nostalgie. Mais il y a en plus ce côté narration d'une douceur folle. Et puis bon, bah voilà, bah, c'est triché, c'est triché, c'est triché. La petite Amélie, aïe aïe aïe. Bah, oui, une petite crapule là qui est toute petite comme ça, qui commence à peine à parler et qui essaie de son point de vue tout mimi. Voilà, on dirait ma crapule à moi là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'était ma petite qui se baladait comme ça et tout. Forcément, ça m'a chopé. Puis en plus, le même caractère de crapule. Et puis crapule, mais toute mémé derrière. Ah là là. Et puis c'est que de la douceur, que de la. Enfin non, il y a un peu des trucs un peu tristes. Et puis bah, surtout, il y a cette entre guillemets tristesse de la nostalgie de l'enfance. Du coup, on se dit, voyez, bah, c'est terminé. Mais j'ai fait des recherches. Et pour ceux qui se demandent, euh, Nishio-san, elle l'a revu, et même pas qu'une fois. Donc elle s'en est souvenue, et elle est retournée la voir, et c'est magnifique. Ah. Non, bah oui, forcément que ça m'a ému fort, fort, fort. C'était magnifique. Et j'ai même hésité à le mettre en deuxième place. C'est... Mais c'est vrai que c'est un peu, entre guillemets, typique, on va dire, son visuel. Donc il faut faire un effort d'approche. Mais si comme moi vous êtes fan du Japon et qu'en plus vous avez une petite fille quasiment du même âge que la petite Amélie dans le film, ça va vous retourner d'une force. Aïe aïe aïe. En numéro 2, mais oui, oui, et bien sûr, Life of Chuck. C'était extraordinaire. Et même beaucoup plus que ça, mais malheureusement, pas tout le long. Le premier acte est une claque monumentale. J'aurais voulu le film entier là-dessus. On va dire que c'est l'histoire retraçant la fin du monde la plus originale, la plus prenante que j'ai vue, la plus poétique et la plus terrifiante aussi.
Pas forcément la plus scientifiquement cohérente, mais oh la vache, l'idée des étoiles, c'était une force. Ah, je m'en remettrai jamais. Et après ça, on a un très bon film, enfin, du coup, à deux autres actes sur l'histoire de la vie de Chuck, ultra passionnant. En fait, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Life of Chuck, qui a quand même fait un plutôt bide en salle, hein. Alors que beaucoup de gens l'ont cité dans leur film préféré de l'année, ça m'étonne de l'avoir vu faire un bide aussi monumental, avec à la fois des gens qui l'ont adoré à ce point-là, mais surtout des critiques, presse et spectateurs ultra enthousiastes, hein. J'ai pas compris ce rejet en salle, mais bon. Donc le film raconte comment le monde est en train de sombrer, que tout ce qui fait notre société tombe inlassablement, la mort des abeilles, des réseaux téléphoniques, de l'internet, de l'électricité après même, ondes hertziennes, tout lâche indéfiniment à la suite. Sauf tout ce qui concerne Chuck, qu'on salue bien parce qu'après 39 ans, il part à la retraite. Quoi? Tiré d'un roman ou d'une nouvelle, je sais plus, de Stephen King. Et en fait, on suit cette fin du monde en mode waouh, quoi la gorge, quoi. Et bah, du coup, qui est Chuck, hein? Quoi? Comment? Alors, c'est moins fou que les 40 premières minutes du film, mais ça reste très poignant, très intéressant. Je ne veux pas trop spoiler, mais je trouve que par exemple, là, c'est dommage qu'ils aient pas fusionné les personnages de l'amour de jeunesse et de la femme, parce qu'au final, la femme, on sait pas d'où elle vient, on la traite pas. Alors que pourtant, c'est Pocahontas, quoi. Voilà, Pocahontas du film de Terrence Malick, Un Nouveau Monde. Mais bref, Life of Chuck, c'était un premier tiers extraordinaire, qui est d'ailleurs plus 40% du film, mais bon. Et le reste, c'est très bon. J'ai hésité à le mettre un poil plus bas, notamment par rapport à Amélie. Mais vraiment, ce premier acte me marquait de façon indélébile. Et globalement, j'ai trouvé l'idée incroyable. C'était vraiment beau et touchant. Bon, allez, salut, moi je m'en vais. Comme quoi, le numéro un. Non, mais non, mais... Comment le numéro un. Y a-t-il un numéro un dans votre top des meilleurs films? Bon, bah oui, oui, voilà. C'est le moment où les gens vont racheter, on va mettre un pouce rouge. Mais attendez, calmez-vous. Calmez-vous avant de savoir quel est mon numéro un. Et une fois que vous le saurez, calmez-vous beaucoup plus. Parce que ça va être un déferlement de rage et d'incompréhension. Mais j'ai beaucoup de choses à dire dessus et à défendre. Oui, mesdames et messieurs, oui. C'est mon numéro un, mon film préféré. Et pas seulement mon préféré, honnêtement, ce que je trouve le film le plus abouti, le plus incroyable de l'année 2025. Il faut le dire, il faut le dire. Ce n'est pas une blague. Calmez-vous, calmez-vous, attention. Il faut en parler sérieusement, c'est important. Mon film préféré de 2025 est Tron Ares. Alors, voilà, je vous laisse digérer l'annonce. Ça va aller, est-ce qu'il faut appeler une ambulance pour appeler les secours, des massages cardiaques peut-être? Je suis désolé, non, bah oui, bah si, parce que, attendez, le problème c'est qu'en fait, j'ai vu ce film juste après, ou très peu, enfin à peu près dans le même zoo, que Mission Impossible The Final Reckoning, et j'ai trouvé que la façon qu'il avait de gérer l'IA, en fait, c'était l'opposé en termes de qualité de traitement sur le sujet par rapport à Mission Impossible. Ça avait une réflexion sur la vie beaucoup plus poussée qu'il ne semble être. Parce que du coup, ça part du principe de essayer. Bon, c'est un peu n'importe quoi à la base Tron.
C'est en gros, c'est imagine tu rentres dans ton ordinateur et les programmes ils sont vivants et machin. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Ça a évolué. Là, en gros, c'est on crée des programmes qui sont capables d'avoir un avatar physique et qui sont en fait des IA évolutives et conscientes qui sont capables d'évoluer dans ces environnements. Voilà. Donc à la base, c'est ça. Et en fait, euh, il y en avait, enfin, du coup, il y avait deux sociétés, en l'occurrence, qui travaillaient sur, imaginons qu'on puisse, parce que du coup, c'était ça aussi à la base, les premiers trônes, envoyer notre conscience là-dedans, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'envoyer la conscience là-dedans, ça détruit le corps. Donc, du coup, en fait, il faut un peu se réincarner dans son clone. On en revient à Mickey 17. Mais beaucoup plus intéressant parce que là, c'est pas genre on crée juste un clone. Et puis, Inch'Allah, si ça se réincarne. Mais en gros, non, c'est pas le cas. C'est juste on crée un clone et puis basta. Celui d'avant il est mort. Là, non. Là, c'est on transfère la conscience et l'âme de la personne sur la grille. Et derrière, il faut lui recréer un corps. Hmm. Mais le problème, c'est qu'en fait, ceux d'origine se sont rendus compte que ça pouvait être dangereux, tout ça, et du coup, ils ont créé une espèce de système de protocole de sécurité qui fait que, je crois, c'est 39 minutes. En gros, il y a un système de protection qui fait que si on régénère quelque chose, ou qu'on sort quelque chose de la grille, ça n'a d'une durée de vie que de 39 minutes. Alors, c'est plus du fantastique que de la science-fiction, mais je trouve ça super intéressant parce que ça ne se limite pas à ça. Il y a une des équipes, celle par le Flash là, des derniers X-Men, qui cherche uniquement le côté militaire, le côté imaginer qu'on a une imprimante 3D à l'autre bout du monde. Au lieu d'envoyer nos unités, on peut carrément en imprimer directement sur place. Imaginez la dinguerie en termes de militaire. Avoir le coût réel des impressions 3D et tout ça. Mais ça demande réflexion. Mais par contre, de l'autre côté, ils se demandent, et oui, d'accord, mais imaginez, on est dans un désert, ou genre on a juste l'imprimante, et coup de bol, il y a de l'énergie solaire de fou furieux et tout ça, on va dire qu'on a énergie illimitée. Imaginez, on peut imprimer des produits comestibles. On peut imprimer un arbre qui va donner des vrais fruits derrière. Et bah, imaginons qu'on puisse imprimer un corps. C'est pourquoi ne pas imprimer un arbre? Ce serait pas complètement con ni fou. Donc oui, pour moi c'est un grand oui sur les réflexions et les thèmes abordés. Donc ça c'est une première base. Ensuite, je trouve que c'est un bien meilleur Frankenstein que Frankenstein, puisqu'on se retrouve avec donc le personnage de Jared Leto, qui, contrairement à ce que les Razzie Awards ou la masse populaire veut bien le faire croire, je trouve que c'est un excellent acteur et qu'il est incroyable dans ce Tron Ares. Eh bien, je trouve qu'il est formidable en mode vraiment le gars, tac, je suis un programme, machin, et il s'éveille à la vie. Et j'ai trouvé ça incroyable de justesse et très intéressant. Non, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant son personnage un peu de créature de Frankenstein. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect des réflexions sur l'avenir, de l'impression de qu'est-ce que la vie, de la gestion de la grille et de l'univers Tron, de comment est-ce que ça évolue et des questions sur l'IA que ça porte sur une société moderne, les échos que ça fait. Tout ça, c'est tellement bien géré, je trouve. Le scénario est un petit bijou d'intelligence. Et bien, au-delà de ça, j'ai tout simplement vu les plus beaux visuels depuis peut-être une décennie entière, je ne sais plus.
visuellement, j'ai trouvé que les effets spéciaux et que la mise en scène et que la direction artistique derrière, l'ensemble, est d'une force, d'une puissance épique, avec en plus derrière la BO de Nine Inch Nails, que c'était vraiment un ensemble fou furieux. Et alors que j'ai pas du tout aimé le Pierre des Caraïbes 5, et bien là, c'est l'un des deux frères qui l'a réalisé, qui réalise celui-là en solo, un des deux frères Roaning, là. J'ai trouvé que là, pour le coup, c'était magnifique visuellement, qu'en plus de la qualité des effets spéciaux, de la mise en scène et tout ça, j'ai trouvé que vraiment il y avait une ampleur visuelle, une ampleur de l'action du épique, avec un sens du rythme. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un divertissement ultime, avec en plus une profondeur de réflexion, d'évolution de l'univers, des échos que ça faisait de notre époque actuelle. Mais c'est une dinguerie, avec en plus de ça, une histoire de Pinocchio, une créature de Frankenstein qui vient à la vie, plus ou moins, qui développe l'éveil, où ça me rappelait du Westworld et tout ça. Waouh, non, j'ai pris une claque monumentale sur Tranares. Et en plus, je me suis tapé quasiment le trois quarts des films que j'ai rattrapés là, font tous plus de 2h15. C'est de la folie. Celui-là, il dure moins de 1h50, je crois, 1h45, un truc comme ça. Un bijou d'efficacité, d'écriture, de visuel, d'effets spéciaux. Tout est extraordinaire dans ce film. Oui, oui. Ne vous moquez pas. Donnez-lui sa chance. Tronares, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, oui. Non, si, c'est peut-être mieux d'avoir vu les deux premiers avant. Parce qu'il y a des petits clins d'œil. Et puis, bah, faut un peu. Si, enfin, il explique relativement d'où ça sort la grille et tout ça, mais bon, oui, non, c'était pas des grands films, les deux premiers. Surtout le deuxième, qui était vraiment un peu un blockbuster lambda sans trop d'âme visuelle. Là, pour le coup, il y a de l'âme visuelle de fou furieux, c'est autre chose. Et c'est tellement dommage parce que ça s'est turbo planté. On parle de 150 millions de pertes, un truc comme ça. C'est vraiment un crash monumental. C'est très triste parce que vraiment c'est une œuvre ambitieuse, qui ose, qui va loin, qui est intelligente en plus derrière. C'est pas du blockbuster décérébré, c'est vraiment du grand spectacle maîtrisé, très bien écrit, des personnages très intéressants. Tout marche tellement bien. En termes d'émotion, oui, Amélie Métaphysique des Tubes, c'est au-delà. Et le premier acte de la Life of Chuck, c'est incroyable. C'est bien au-delà. Mais sur l'ensemble, j'ai trouvé que le meilleur de ce qu'on a eu cette année, c'était Bref 2. Non, c'était Clair sur l'expédition 33. Ok. Non, mais pour les films, c'était Tronares. Voilà. Mais du coup, entre Clair Obscur, Tronares, Frankenstein un peu, ouais, si, clairement même. Clair Obscur évidemment. Westworld, il y a tellement de choses qui m'ont fait me questionner avec l'évolution de l'IA et tout ça. Qu'est-ce que la vie? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la vie? Et je pense que c'est important qu'on y réfléchisse tous ensemble, avec une bonne grosse vidéo de débat. À moins qu'on se retrouve dans les prochaines semaines pour quelque chose d'actualité. Entre Antoine Daniel, les affaires Epstein, tout ça. Est-ce qu'il serait pas grand temps de ressortir le journal du connard du placard? Je me pose la question. Je me pose la question parce que l'actualité devient complètement folle. Oui, mais bref, j'espère que vous m'aurez au moins laissé ma chance de m'expliquer sur mon top. Enfin bon, après, mis à part quelques-uns, je pense que globalement vous allez être plutôt d'accord avec moi. Et j'espère que j'ai réussi un peu à défendre mon top 1 parce que vraiment, il faut lui laisser sa chance, c'est important, il faut essayer de le voir par le biais dont je l'ai vu. Parce que je sais que des fois j'extrapole un peu et que je projette des réflexions personnelles sur des œuvres qui ne les avaient pas à la base. Notamment, j'ai énormément projeté sur Prometheus. Mais. Et je m'en fous. Je continuerai à projeter sur les films si je veux.
J'y verrai ce que j'ai envie de voir, si ça les rend meilleurs. Mais bref, l'important c'est essayer de vous convaincre et de vous rendre curieux de tout ça, bien sûr. Puis continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo. Et puis on va voir pourquoi on se retrouve, mais c'est sûr on se retrouve bientôt. C'était Extrême Nécessité. À bientôt.